C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à un autre épisode d'Une tasse de tech. C'est moi qui fais l'intro cette semaine, Alain. J'en suis tellement fier. Une chaude voix pour vous accueillir, tout le monde. Ben oui, mais c'est un des grands regrets dans ma vie. J'ai été chroniqueur dans je sais pas combien d'émissions. Je n'ai jamais animé ma propre émission. Alors de co-animer avec toi, c'est un bonheur, mais comme c'est d'habitude toi qui commence, j'ai toujours un peu un complexe là-dessus. Alors je me dis, réglons ça, discutons-en entre collaborateurs. Bonjour Alain McKenna. Content. Bonjour Pascal Forget. Bienvenue. Mon agent peut dire qu'il va t'appeler. C'est ça. Non, mais c'est important parce que c'est un podcast audio. Il faut répéter nos noms de temps en temps. Bienvenue à Une tasse de tech, un super podcast sur la technologie. Écoute, je vais tout de suite régler le cas des partenaires TELUS, Plan Hub, qui sont avec nous depuis des années, et TELUS qui revient avec nous en 2025. Salut. On a d'autres partenaires qui s'en viennent, ne vous inquiétez pas. Dans cet épisode, Alain, on va parler de plein de choses. On ne parlera pas d'Halloween. Ben, c'est pas assez, en fait. Moi, je peux vous dire un truc. Et je sais qu'on parle plus d'Halloween parce que c'est rendu le 1er novembre et qu'il faut parler de Noël, mais je vais dire ceci. Si vous avez des caramels dans les bonbons que vos enfants ou que vous-même avez ramenés à la maison, faites-moi signe. Parce que là, on a un mystère 2.0 de la caramel et elle a disparu. Voilà. La caramel qui a disparu des sacs de bonbons? Elle a disparu des boîtes de mix de bonbons pour l'Halloween. On en cherche. Il y a de la conspiration là-dessus. Écoute, et puisqu'on est dans les annonces publiques, moi, je veux annoncer que j'héberge les gâteaux aux fruits mal aimés. Je les consomme avec délice. Pour moi, les gâteaux aux fruits, c'est merveilleux, c'est extraordinaire et certaines personnes n'aiment pas les gâteaux aux fruits. Digression technologique, j'héberge vos gâteaux aux fruits si jamais. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'Elon Musk, de l'intelligence artificielle de l'armée chinoise. Il faut qu'on parle d'intelligence artificielle à une tasse de tech. On peut pas ne pas, ben oui. Strava, les Mac à puce M4, nouveaux Mac, ceux qui veulent des Mac, ceux qui rêvent de Mac, ceux qui veulent remplacer leur Mac, attachez votre truc avec de la broche. Nouveau téléphone de Nothing, Microsoft Recall, qu'on va s'en rappeler à un moment donné. Un jour va arriver, puis d'Android 16, entre autres. Ben exactement, parce que, en fait, on va démarrer nos espressos de tech, n'est-ce pas, avec cette nouvelle. Android 16, on en parle déjà parce qu'on a à peine commencé à parler d'Android 15, qui commence à peine à débarquer sur certains téléphones. C'est vraiment vrai. Et là, Google a confirmé que la prochaine version de son système mobile, donc Android 16, débarquera en principe en juillet l'année prochaine, plutôt qu'à l'automne. Donc, Android 15 va avoir duré 20 minutes pour bien des gens. La raison avancée, c'est que de plus en plus, et on en parlait à l'émission depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, les téléphones Android, les nouveaux téléphones à chaque année sont de plus en plus tôt dans l'année. Le dévoilement se fait de plus en plus tôt dans l'année. Il y en a eu en juillet, il y en a eu en août. Et là, ce qu'on s'est dit du côté de Google, c'est on va publier Android 16 au début de l'été, en même temps que les premiers nouveaux téléphones Android. Comme ça, tout le monde sera content. Ah ben oui. Clairement, à un moment donné, on a comme raté un cycle, parce que là, Android 15 ne vivra pas longtemps, c'est ce que j'en déduis. Et là, on se rattrape en coupant un peu là-dedans. Il faut dire qu'il n'y a pas une tonne de nouveautés dans Android 15, là, qu'on se comprenne bien. 14 était plus costaud. Mais bon, bref, tout ça pour dire que si vous êtes impatient de toujours avoir la nouvelle nouveauté logicielle, celle-là va arriver vite, préparez-vous. Ben, les nouveaux téléphones en 2025 risquent d'arriver avec le prochain Android versus lancer le téléphone, puis quelques semaines plus tard, avoir ta mise à jour. Parce que même les nouveaux Pixels n'avaient pas Android 15 cette année. C'est ça qui est complètement absurde, alors que d'habitude, c'était l'occasion de dévoiler. Puis je me demande à un moment donné si on va pas passer un peu comme Microsoft sur Windows ou iOS, qu'on va avoir des mises à jour presque perpétuelles, des mises à jour ponctuelles, une fois dans l'année, un peu plus grosses, mais je pense qu'on va commencer à arrêter là, d'avoir des chiffres. Parce que quand tu as l'iPhone 10, qui a le iOS 15, puis là, t'es tout mélangé dans tes versions. Pas évident. Ouais. Est-ce que tu enregistres tes performances athlétiques, Alain? Je sais que tu es un homme d'exception au niveau physique de tes performances. Les enregistres-tu sur Strava? Ben, pas tout le temps, non, mais je suis sur Strava, c'est juste pas très assidu sur Strava, je vais dire comme ça. Je sais que, parce que je sais de quoi tu vas parler, je veux dire ceci, tu sais que c'est une application de rencontre pour bien des gens. Oh! Comme tous les réseaux, LinkedIn, il y a bien des gens qui trouvent que LinkedIn, c'est la meilleure place pour rencontrer l'âme sœur, ou en tout cas essayer au minimum. Puis je sais que sur les plateformes parce que les gens qui font beaucoup de courses ont peut-être des intérêts en commun au-delà de la course, et ainsi de suite. Donc oui.
Ces applications-là servent à plus que suivre le sport. Voudrais-tu courir avec moi ce soir? Stravaleaks, je trouve ça très drôle comme nom accrocheur. C'est le monde qui s'est rendu compte qu'en utilisant les données géolocalisées des gardes du corps de personnalités, pas les moindres, Joe et Jill Biden, Donald Trump, Melania Trump, Kamala Harris, d'autres dirigeants, on s'est rendu compte qu'en regardant les données Strava du petit jogging des gardes du corps, tu pouvais voir où ils couraient et donc tu pouvais déduire à quel hôtel les dirigeants ou les personnes se situaient. C'est assez flyé parce que souvent les horaires des ministres et tout sont gardés, il y a un certain secret autour. Il y a des événements publics, mais il y a des événements qui sont plus privés pour des raisons de sécurité évidentes. Et donc, le monde a pu découvrir où étaient les dirigeants avant qu'ils fassent leur apparition, leur conférence et tout, ce qui fait que... C'est inquiétant, ça. C'est un petit peu inquiétant. C'est si pas vous voulez la première rencontrer fois. le président des États-Unis, la présidente, je ne sais pas qui va être élu, là, mais... Ben, les vedettes, peut-être aussi, les célébrités, si tu sais que certaines vedettes ont des comptes dans Strava, tu peux regarder où ils sont, puis ils font leur petit jogging. Moi, je suis convaincu d'avoir croisé Charlotte Gainsbourg qui finissait son jogging dans le Vieux-Port. Est-ce que j'ai rêvé? Mais je pense que j'ai croisé Charlotte Gainsbourg. C'est un grand moment de ma vie, mais je l'ai pas géolocalisé avec Strava. J'ai appris en cherchant là-dessus qu'en Indonésie, on peut payer des gens pour courir à sa place. Pour que ces données de Strava... Pourquoi pas? Avec son rythme cardiaque et tout, donc t'as des bonnes performances, tu peux montrer ça aux gens. Je trouve ça très drôle. Alors, si jamais vous êtes une personnalité, vous ne voulez pas être suivi, si au contraire vous voulez rencontrer, c'est une autre histoire, mais si vous voulez désactiver les données de géolocalisation, ne les rendez pas publiques, s'il vous plaît. Bon point, bon point. Parlant de monde un peu fou, Elon Musk a reçu une bonne nouvelle ou pourrait recevoir une bonne nouvelle dans les prochains jours parce que on a vu, et c'est drôle parce que j'écrivais là-dessus, il y a eu cette semaine les géants de la tech ont à peu près tous publié leurs résultats trimestriels. Et ce qu'il faut filer dans le tas, c'est une nouvelle qui a un peu éclipsé tout ça. C'est la nouvelle que la start-up d'Elon Musk en intelligence artificielle xAI est à la recherche de financement. Évidemment, c'est pas la valeur d'entreprise est incomparable avec les géants, mais quand même, elle serait passée d'une valeur de 24 à 40 milliards de dollars en 6 mois. Et là, des dollars américains, ça veut dire 55 milliards de dollars canadiens pour une start-up qui fait pas grand-chose à part animer Grok, l'intelligence artificielle de X, qui était Twitter avant, évidemment. Ce que xAI essaie de faire, c'est d'intégrer des capacités de calcul mathématique à son IA générative, ce que les autres ne font pas. C'est des outils probabilistes, c'est pas des calculatrices. Et là, on pourrait avoir une IA un petit peu plus complète, mais ça, c'est éventuellement. On n'est pas encore rendu là. Mais je me demande sur quoi se base cette valeur et comment M. Musk parle aux investisseurs pour les convaincre qu'effectivement, ça vaut cette somme-là. Évidemment, il y a des gens très compétents là, chez xAI, dont un ancien de DeepMind qui est le directeur de la technologie. Donc, c'est quand même des gens qui savent ce qu'ils font. Mais je regarde Elon Musk sur X, puis je me dis, ouais, c'est pas nécessairement une belle démonstration de l'intelligence artificielle, mais bon, bref. C'est de l'intelligence artificielle. Il y a eu une bulle de la techno en 2000. Les gens s'en souviennent pas. Tout ce qui était techno, tout ce qui était web, c'était... Est-ce qu'il va y avoir une bulle? Ouais. Est-ce qu'il y a une bulle comme ça qui va arriver? Puis ce qui est intéressant, c'est que Musk est en train de pousser xAI dans X de plus en plus et qu'éventuellement, ça va peut-être valoir plus que le montant qu'il a payé pour Twitter. Donc, c'est sa façon de dire, regardez si j'ai fait un bon deal. Et là, on commence à tomber dans le marketing, disons. Non, c'est fou qu'il puisse réussir à faire de quoi avec ça. Puis en plus, avec son accoquinement avec Donald Trump, j'aime plus ben Elon Musk, faut le dire. Ça va être intéressant de voir, parce qu'il est promis un bel avenir au sein du gouvernement fédéral si Trump est élu. Hein, donc, ça pourrait être assez weird ce qui va se passer dans les prochaines années. On veut pas ça. Un téléphone, c'est l'Halloween. On aurait aimé ça que ce soit pour l'Halloween, mais un téléphone qui brille dans le noir, bouhouhou, comme tu l'expose à la lumière du jour, il brille dans le noir. C'est un téléphone, le 2A+, Community Edition de la compagnie Nothing, la compagnie qui fait un super téléphone avec un bel affichage à l'arrière. Les glyphes. Les glyphes pour te notifier qui a appelé et ainsi de suite. Il brille dans le noir. C'est un concours qui a été fait dans la communauté des utilisateurs de Nothing. Ils sont très, très actifs, sont très forts. Il coûte seulement
400 $ américains, donc à peu près 500 $. Il y en a seulement 1000 qui vont être mis sur le marché, ce téléphone-là, qui brille dans le noir. Et là, je me dis, on crée des demandes artificielles, les gens s'accrochent à ça, puis là, ça va se battre, puis il va y avoir de la surenchère, tu fais parler de toi pour pas très cher, en limitant artificiellement l'offre de produits qui pourrait être offert très facilement à plus grands exemplaires. Le truc super intéressant que j'ai trouvé aussi, Carl Pei, le fondateur de Nothing, qui est un ancien de OnePlus, veut aussi évoquer la possibilité de créer un nouveau système d'opération pour les téléphones intelligents, ce qui n'est pas quelque chose de très simple. On sait qu'Android et iOS ont 99% du marché. Harmony OS, du côté de Huawei, va peut-être changer un peu la donne, un peu changer, peut-être 95%. Peut-être qu'ils vont prendre un pourcentage du marché Harmony OS. Il y avait BlackBerry OS dans le temps, il y avait le système rappelons-nous qu'on a réussi à tasser Windows Phone de ce monde-là aussi, qui était quand même qui était partout avant que l'iPhone apparaisse, parce que Windows Phone, c'était un peu la Windows mobile, là, ça a changé de nom encore. Oui, qui avait des belles tuiles, c'était très beau cette interface-là. Puis BlackBerry OS, j'ai des très très bons souvenirs du texte prédictif, la façon de toucher, puis de glisser vers le haut pour composer des mots en entier. Je n'ai pas retrouvé cette option-là. Fait qu'il y aura peut-être un nouvel OS des téléphones de Nothing. Est-ce qu'ils vont aller vers la mode du minimalisme? Est-ce qu'ils vont aller vers le mode de la sécurité? Je suis très curieux. C'est peut-être juste des paroles en l'air, mais regardez ça du côté de Nothing, un nouveau système d'opération pour les téléphones intelligents. Je vais revenir sur l'intelligence artificielle pour vous dire un truc qui va dans le sens de ce qu'on craignait un peu là, dans la communauté de l'intelligence artificielle. Il y a une grosse communauté qui pousse pour l'intelligence artificielle open source et c'est tout à fait louable, c'est tout à fait compréhensible. Et une des grosses entreprises qui pousse pour l'open source en ce moment, c'est Meta, la maison mère de Facebook, avec son modèle de langage Llama 2. Et je pense, parce que là j'ai comme trop de chiffres en tête, que Llama 3 existe aussi, mais je ne suis pas certain on est rendu où. Mais semble-t-il qu'on aurait découvert plus tôt cette semaine qu'il y aurait des groupes associés, des groupes de codeurs chinois associés à l'armée chinoise qui auraient en fait militarisé leur propre version de Llama 2 pour en faire un outil qui pourra ensuite permettre de déjouer les systèmes sécurisés occidentaux ou faire des mauvais coups en ligne de façon plus générale. Chez Meta, on dit, tu sais, Llama 2, c'est dépassé, donc c'est pas très grave, on s'en fout un peu, mais c'est quand même un bel exemple de ce qu'on craignait quand on disait, tu sais, les rogue AI, l'intelligence artificielle qui en perte de contrôle par les gens qui les produisent ou quoi que ce soit. C'est un peu ça. C'est un peu aussi un point de contention entre les gens qui sont pro-IA plus, je veux dire, propriétaires et plus open source, parce qu'effectivement, si on peut télécharger notre propre modèle de langage, bâtir notre propre IA et jouer dans le code pour lui faire n'importe quoi, et que cette IA n'est pas clairement signée de la personne responsable de cet outil, alors on ouvre une boîte de Pandore quand même. Là, c'est pas impossible non plus d'imaginer ça. Donc, on est un peu là. Mais ça, c'était annoncé. Quand Llama était ouvert, des gens ont dit « Ah, des gens vont s'en servir à mauvais escient ». Encore une fois, je pense, une façon de dire à M. Zuckerberg « Hey, ton OS ouvert, des gens l'utilisent à mauvais escient, gardons ça. » C'était prévu, c'était pour dire que le cyberchamaillage n'est pas exclusif à l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Ça existait déjà avant, donc c'est juste l'extension d'une tendance qui n'est pas le fun sur le numérique, c'est-à-dire que tout est susceptible d'être utilisé à des fins malicieuses. Donc, il faut toujours garder l'œil ouvert. La technologie, c'est comme le feu. Ça peut brûler, comme ça peut te réchauffer le cœur. Est-ce que tu utilises Blue Sky? Ouais. T'es-tu sur Blue Sky? Je vais te liker, je vais te suivre. Pas très activement. On est rendu avec 18 plateformes et j'essaie de ne pas toutes les utiliser tout le temps parce qu'on passerait que du temps à faire ça. Mais je sais que c'est en émergence, surtout depuis quelques semaines, depuis que Twitter, entre autres, a fait certains changements à sa politique d'utilisation qui ont agacé encore un peu plus les gens qui étaient encore sur la plateforme. Parce que maintenant, tu ne pouvais plus bloquer les gens. Avant, quand tu bloquais quelqu'un, il ne pouvait pas voir tes publications. Maintenant, tu bloques quelqu'un, il voit quand même tes publications, ce qui n'est pas l'objet de tout ça. Fait que là, moi, j'ai l'impression que Blue Sky, ça fait des mois que c'est en émergence. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, depuis ça, Blue Sky est en explosion, depuis ça. J'ai publié une fois, j'ai dit, il y a quelqu'un ici, personne ne m'a répondu. J'ai publié ce matin, il
y a Stéphane Unique et il y a Captain Steph et il y a Requin Rouge qui m'ont répondu. Fait que ça commence à bouger sur Blue Sky, il y a du monde là-dessus. C'est super joli comme interface. Il semble que c'est paisible, les gens sont sympathiques. Ils ont reçu 15 millions, ils ont levé 15 millions pour améliorer la modération et la véracité de l'info, puis des choses comme ça. C'est pas beaucoup, 15 millions dans l'ordre des choses, là, mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être éventuellement un jour une plateforme parallèle positive et aussi marquante que Twitter quand même. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point Twitter, c'était le fil de nouvelles qui allait remplacer les journaux. Tous les journalistes allaient utiliser des mots-clés spontanément. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné sur Twitter. Comment tu trouves que ah oui, l'information d'actualité, tu cherches les mots-clés. Oui, mais quand tu es en train de te faire tirer dessus, tu tapes le mot-clé hashtag fusillade Montréal, tu devines ça on the fly, puis tout le monde... Pas si simple, ouais. C'est ça, je comprends pas comment c'est... Puis là, tu te rends compte que, évidemment, c'est des tendances, des mots-clés que les gens choisissent, des trucs commerciaux, des faux comptes. Il y a trop de comptes sur Twitter qui n'ont pas d'allure. Et t'es un petit sandwich, puis t'as 1,5 million d'abonnés. Un lama, voilà. un animal dans un chien zoo domestique a 2 millions d'abonnés et tu sais pas... Panda rigolo. Ouais, et voilà, c'est des choses que je ne comprends pas, Alain. Je te comprends de ne pas tout comprendre parce que c'est effectivement un peu mêlant assez rapidement. Parlant de choses incompréhensibles... Oui, on avait tous les deux dans nos notes, tous les deux, on était sur la même chose ici, Recall qui est retardé. Microsoft a annoncé ça. On repousse à décembre au minimum l'introduction dans Windows 11 de la fonction Recall qui était une façon de retracer la plupart de nos faits et gestes sur son ordinateur personnel. On avait annoncé ça en juin, c'était repoussé à octobre et on est rendu à décembre. Il y a tout plein de petits bouts de ficelle qui dépassent ce système-là. Il y a des questions liées à la confidentialité, la gestion des données, plein d'affaires. Ben oui, on prend des captures d'écran de ton ordinateur en temps réel. Qu'est-ce qui peut mal aller? Ben oui. Comment ça peut ne pas fuiter, puis quelqu'un ne peut pas tomber là-dessus, puis trouver quelque chose qu'il ne savait pas à propos d'une autre personne? En tout cas, bref. C'est assez épouvantable. À suivre, mais pour vous laisser, ne retenez pas votre souffle si vous attendez Recall pour acheter votre PC Copilot Plus. On n'y est pas encore. Ouais, c'est fou comment tu lances un appareil avec un bouton copilote dessus et la plupart des options qui devaient changer ta vie ne sont pas là. Je pense que le petit bouton va devenir un truc là, que les nostalgiques vont dire l'année où il y a eu des boutons copilote plus sur ton ordinateur. À suivre. C'est la fin des espressos, Pascal. On va parler on va passer aux actus plus costaudes. J'ai un nouveau blurb d'intro de segment pour vous le dire comme ça. En jargon. On est transparent, on utilise du jargon même quand on n'a pas besoin. Vous savez qu'à chaque fois qu'on parle d'actualité, on vous présente notre partenaire InfoBref. Cette fois-ci, il y a du nouveau du côté d'InfoBref. Il y a à partir du 13 novembre prochain, une nouvelle infolettre mensuelle qui s'appelle InfoBref Pro Techno, qui s'adresse aux gens qui mangent de la techno et qui ne veulent rien rater pour rendre leur travail et même leur quotidien plus efficace. C'est une façon de résumer l'actualité du mois. C'est un peu nos espressos de tech, mais à l'écrit. Ben, évidemment, c'est pas nous qui écrivons la chose, ça vient de InfoBref, mais c'est une façon de se tenir informé rapido. Si vous voulez savoir de quoi ça a l'air, vous pouvez vous préabonner au infobref.com/pro-techno et voir de quoi ça a l'air. Je ne sais pas s'il y a un prévu, je peux aller voir. Je ne sais pas s'il y a une prévisualisation. Peut-être ce mot-là est long. Mais sinon, vous le saurez le 13 novembre au matin. Ouf, InfoBref Pro Techno. Yes, monsieur. On va reparler d'intelligence artificielle. Ben là, on va en parler de façon, à mon avis, plus intéressante, puisque les gens s'emballent là, autour de cette nouvelle-là. ChatGPT Search. Alors, OpenAI, on en parlait depuis un petit bout de temps, se lance finalement dans la recherche en ligne pour vrai. Vous savez que jusqu'ici, ChatGPT puisait son intelligence ou son information de données qui étaient collectées puis arrêtées dans le temps. Généralement, c'était à peu près 1 an de décalage. Et là, ce qu'OpenAI a fait, c'est qu'on a branché ChatGPT directement sur des moteurs de recherche partenaires, sur des sites médias associés, et on lance une fonction de recherche, et ça va directement jouer dans l'étal de Google, de Bing, de tous ces sites-là, évidemment, de tous ces moteurs de recherche-là. Et c'était ma chute là, pour la nouvelle, mais je vais le dire tout de suite, parce que moi, ça me flabbergaste un peu. Ce sont des gens de Forrester Research, qui est quand même une firme connue, et je ne sais pas à quel point ils sont vrais dans ce qu'ils disent, mais eux, ils pensent que si OpenAI parvient à offrir des réponses pertinentes et concises, Google pourrait perdre des grosses parts de marché. Je trouve que c'est une grosse affirmation, j'ai hâte de voir.
ChatGPT a besoin cruellement de générer des revenus parce qu'OpenAI perd des sous, ça n'a aucun bon sens. On parle de milliards de dollars par année, donc c'est quand même quelque chose qui a besoin rapidement de devenir populaire s'ils espèrent continuer comme ça. Ce qui anime ChatGPT Search, c'est la version GPT-4o, O pour Omni, du moteur GPT, là, du moteur de langage, du modèle de langage, je devrais dire. C'est une version de ChatGPT qui vérifie plus ses sources et plus axée sur la vérification des faits et justement dans les résultats de recherche qui sont livrés de façon conversationnelle, donc dans ChatGPT, comme si on jasait avec quelqu'un qui sait tout. On indique quand même les sources et on peut approfondir la recherche en allant auprès des sources, chercher le lien directement et la page d'où vient l'information. On peut ensuite évidemment questionner pour continuer la conversation sur les résultats fournis et approfondir la connaissance d'un sujet. Il y a des partenaires médias, Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Le Monde en Europe. Il n'y a pas de partenaire canadien ou québécois. Il y a toujours la question dans ces affaires-là du billet, hein, parce que là, l'information vient de sources. Donc, si on demande des informations plus locales, ça nous prendrait probablement une source locale, à mon avis, sinon on pourrait avoir des réponses un peu bizarres. Mais bon, bref, c'est un début. Vous pouvez l'essayer si ça vous tente. Je sais qu'il y a des gens qui sont. Je voyais passer sur LinkedIn, entre autres, les gens qui étaient comme enfin de la recherche sans publicité intégrée et achalante. Parce qu'effectivement, Google, c'est une inondation de publicité de nos jours. Oui. Donc, il y a une occasion à saisir. OpenAI l'a saisi. Ça va être à suivre, ça, parce qu'on ne sait pas si. On ne sait pas exactement le succès qu'aura l'opération, mais on le sentait, c'était dans l'air. C'est sûr que ça allait arriver. Donc, voilà. ChatGPT Search, vous pouvez y aller. Il y a une version accessible gratuitement, nécessairement, sur le web en ce moment même. Écoute, moi, je me demande si ce qui, je crois, qui va être le problème, c'est l'inertie des gens. Changer son moteur de recherche dans son navigateur, tu peux le faire. Tu as des moteurs de recherche qui anonymisent, qui sont plus respectueux de la vie privée et compagnie. Par défaut, tu as Google, tu vas prendre Google. Par défaut, et là, il va falloir changer son navigateur, changer ses habitudes. Et je pense que l'habitude de googler quelque chose, Bing a eu sa chance. À suivre, ben oui. Je suis pas sûr que ça va se faire d'aussitôt. Un nouveau téléphone, Alain? On parlait de OS qui arrive plus tôt. Oui, un nouveau OnePlus 13, c'est une marque que j'aime beaucoup, je le mentionne tout le temps. OnePlus 13 a déjà été lancé en Chine avec un processeur Snapdragon 8 Elite. C'est pas sous la marque Oppo en Chine, par hasard? Oui, écoute, il y a la version, là, ça va être la même chose qui va arriver ici. Batterie de 6000 mAh. Je pense que ça va réjouir les gens parce que les piles du modèle précédent, 5400 mAh. Donc, on va avoir une meilleure autonomie. On va pouvoir écouter des vidéos, jouer plus longtemps. Et pourtant, le téléphone est légèrement plus mince parce que la pile utilise une nouvelle technologie de silicone carbone plutôt que lithium polymère. Je trouve ça extrêmement intéressant si on arrive avec des nouvelles piles plus performantes, plus compactes, plus denses en énergie. On a travaillé sur le OnePlus 13 sur une meilleure dissipation de la chaleur, meilleur capteur d'empreinte digitale qui serait ultrasonique, Alain. J'aime ça, ultrasonique. La résistance à l'eau va être améliorée, IP69 versus IP65 peut être immergé plus longtemps. Et la fonctionnalité que j'ai très, très hâte d'essayer, c'est le NFC pleine surface sur le téléphone. Dans les téléphones, le petit truc NFC pour le paiement sans contact, tu dois un peu chercher sur ton téléphone, c'est dans une zone. Le NFC serait pleine surface, ça permettrait de payer avec le haut de ton téléphone, le bas de ton téléphone, le milieu de ton téléphone. Et là, ça pourrait me sauver beaucoup de bip, votre téléphone est passé trop vite, bip, votre téléphone, plus vers le haut, plus vers le bas, parmi tu trouves le petit spot. Bien hâte de voir ça, ça s'en vient bientôt. On vous en parle évidemment, bien hâte de l'essayer. Oui, monsieur. Entre-temps, il va y avoir des nouveaux Mac aussi qui vont être mis en... Oh oui, le 8 ça va faire jaser. Mac Mini, MacBook Pro et iMac passent à la génération de puces M4 d'Apple, les fameux systèmes sur puces développés par la division Apple Silicon. On aime beaucoup les noms chez Apple. Il y a donc le processeur M4, M4 Pro et M4 Max. Il n'y a pas encore de M4 Ultra, mais imaginez-vous donc, c'est sûr que ça va arriver. Mais pour l'instant, on parle de ces trois processeurs-là qui sont répartis de façon inégale dans les produits. Le Mac Mini a le M4, M4 Pro, le iMac a le M4 et le MacBook Pro a le Pro et le Max. Et je vais vous dire un truc, parce qu'on peut évidemment se lire une fiche technique demain matin, mais je vais vous dire les prix, OK?
Le Mac Mini M4 est 800 $, ce qui est tout à fait correct. Le Mac Mini M4 Pro est 1900 $. C'est quand même un gros bond, là. Fait qu'on imagine que le processeur, il faut qu'il livre une marchandise assez spectaculaire. Le MacBook Pro est offert en version 14 et 16 pouces. Le MacBook Pro 14 pouces a M4 et M4 Pro. Il commence à 2100 $. Si vous voulez une puce M4 Pro, ça commence à 2700 $ et une puce M4 Max, c'est 4350 $. Ouch! Ouch, certain. Le seul qui, à part le Mac Mini de base, l'autre qui vaut la peine, je pense, c'est le iMac à 1700 $. Dans tous les cas, on parle d'un gain de performance par rapport à la génération précédente du même produit, d'à peu près 2 fois plus rapide dans le traitement, soit de l'information ou des graphiques, parce qu'il y a à peu près ça là, comme amélioration des deux côtés. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare l'arrivée d'Apple Intelligence, qui est pour nous pas vraiment urgent parce qu'il n'est pas encore disponible en français. De toute façon, toutes les fonctions d'Apple Intelligence ne sont pas encore disponibles, même en anglais. Je vais vous dire ceci, la mécanique de ces appareils-là semble vraiment extrêmement intéressante. On parle de 64 gigaoctets de mémoire unifiée, donc utilisable dans toutes les directions, et l'introduction de ports Thunderbolt 5. Ça, c'est de la transmission de données en tas. Thunderbolt 5, je pense que c'est quelque chose comme 6 gigaoctets à la seconde, quelque chose comme ça. Ça fait vraiment du transfert de données fou. Évidemment, il faut avoir l'appareil, le câble et le périphérique compatibles. Le câble, c'est souvent le bidule qu'on oublie, mais ça prend un câble on ne se rend pas compte que ça transfère pas soit le courant, soit les données. Et ça, c'est particulier, parce que d'habitude, un câble, c'est un câble avec analogique, c'était pas compliqué. Maintenant, il faut choisir le calibre de son câble USB. Pas un câble, exactement. Voilà, c'est un peu tordu. Le Mac Mini est beaucoup plus petit qu'avant. Oui, le Mac Mini est moitié moins gros. La surface est moitié moins grande. Il est un petit peu plus haut, je pense. Il faudrait que je compare avec un ancien, mais... Et là, je regardais, évidemment, tout le monde s'emballe parce qu'on a mis le bouton d'alimentation au coin inférieur gauche du boîtier, donc il est en dessous. Il faut soulever son appareil pour l'éteindre, c'est bizarre. Il faut des petits doigts. De base, la surface est comme bombée en dessous, fait qu'il y a quand même une place où on peut insérer le doigt, mais effectivement, ça fait les gens qui aiment critiquer des petits détails comme ça rappelle la souris Magic Mouse, là, que le port USB-C de recharge est en dessous. Ça n'avait pas d'allure, ça. C'est un peu une grosse boulette de design quand on y pense. Des génies, c'est ça, c'est supposément des génies du design. Et tu ne peux pas utiliser ta souris pendant que tu la recharges. Ce que j'ai hâte de voir, c'est parce que je ne sais pas à quel point les gens gardent leur Mac Mini ouvert en tout temps, donc n'ont pas besoin du bouton. Et l'autre truc que je me demandais, c'est sur le clavier sans fil d'Apple qui vient avec, il y a la fonction Touch ID pour s'authentifier, mais ça, c'est le bouton d'alimentation. En principe, on peut l'allumer à partir du clavier. Donc, on n'a pas besoin de toucher au bouton sur le Mac Mini. À mon avis, c'est la piste de sortie pour Apple. Oui, mais s'il est éteint, il ne devrait pas communiquer avec le clavier. En théorie, s'il est éteint, il n'y a pas de connexion. Donc, à mon avis, en tout cas, il va falloir l'essayer, on en reparlera. Mais je pense qu'il est en mode veille. À mon avis, c'est comme ça qu'on s'en sort chez Apple. Je ne sais pas que le design est bon. On a pu mettre le bouton n'importe où ailleurs, mais évidemment, l'appareil est plus petit. On a reconfiguré la fan, le ventilateur à l'intérieur, tout ça pour que ça fitte dans un boîtier extrêmement compact. Il y a des ports USB-C à l'avant. Donc, on a pensé clairement à rendre ça plus ergonomique. Et si on a foutu le bouton de power dans le coin, en dessous, à mon avis, il y a une raison. On va l'essayer pour vous. On va l'essayer. Ça, je suis très... Écoute, là-dessus, on pourrait se mettre un montant d'argent ou un gage. Voilà. Effectivement. Ça fait le tour des actualités. De toute façon, les Mac, vous savez, on va en reparler, les puces M4, tout ça, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres conversations autour de ça. Nous, on va prendre une petite pause. On revient tout de suite. On va parler de cybersécurité avec des gens de TELUS parce que vous savez, c'était le mois d'octobre qui se terminait. C'était le mois de la cybersécurité au pays et il y avait beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de choses qui continuent quand même, que ce soit le mois d'octobre ou le restant de l'année, à dire. On a des bons conseils pour vous. Restez avec nous. On revient tout de suite à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. Je t'ai volé ton rôle, Pascal. J'ai réalisé ça en commençant à parler. C'est correct, les invités, c'est habituellement toi qui t'en occupes. On a avec nous Martin Bélanger. Tu vois, je te reprends le rôle. Qui est vice-président vente solutions techniques de TELUS. Merci, Alain, de me dire ça. Puis on va parler de cybersécurité dans son téléphone, je comprends bien. Ben oui, je vais prolonger ton préambule, Pascal. Clairement, on se renvoie la POC. C'est le fun aujourd'hui. On est évidemment là en novembre, mais le mois d'octobre, c'est le mois de la cybersécurité, donc on en parlait beaucoup. Et je trouve que c'est pas parce que le mois est terminé qu'il faut arrêter, parce qu'au contraire, ça continue. Et ce que j'ai découvert durant le mois de la cybersécurité, c'est à quel point les cybermenaces, elles, étaient toujours plus sophistiquées, alors qu'on est toujours un peu à la traîne, évidemment, quand on veut se protéger, parce qu'on ne peut pas se protéger de ce qu'on ne connaît pas. Et les phénomènes les plus à la mode, les plus en vogue, on les connaît bien, c'est les rançongiciels, toutes les
de mon côté, c'est tous les trucs d'authentification. On essaie de vous déjouer les systèmes pour qu'on donne nos données à d'autres et ainsi de suite. Et de plus en plus, le téléphone joue un rôle important là-dedans, ne serait-ce que parce qu'on navigue beaucoup sur les applications et les services web par son téléphone, mais aussi parce que c'est un outil d'identification de plus en plus. Et qui de mieux qu'un opérateur, qu'un fournisseur de services sans fil pour nous aider à trouver des solutions. Alors, c'est pour ça qu'on a reçu Martin Bélanger. Ben bonjour, Martin. Salut Pascal. On va finir par se parler pour vrai. Écoute, parle-nous de ça, parce que, évidemment, les rançongiciels, c'est cette façon de se faire bloquer son ordinateur par un pirate qui nous demande ensuite une rançon, généralement en Bitcoin en plus, parce que pourquoi pas. Et c'est très compliqué. Et je sais que c'est un phénomène en croissance. Est-ce que chez TELUS, vous voyez ça aussi, ce problème-là? Ah, clairement, définitivement. En fait, tu mentionnais le mois de la sensibilisation, le mois d'octobre. Ça fait 20 ans que ça existe déjà, mais on entend plus parler depuis les 4-5 dernières années. C'est quelque chose qui est plus présent dans les médias. Les organisations utilisent ça maintenant comme une façon de sensibiliser leurs employés, de donner des formations pendant ce mois-là. Mais une des raisons pour laquelle c'est en octobre, puis oui, ça se termine aujourd'hui. La réalité, c'est que les mois les plus importants sont à venir. Les 2 prochains mois. Ah oui, le temps des fêtes. Exactement. Les Il y achats a en ligne. environ, on dit 70% d'augmentation des incidents d'ici la fin de l'année versus ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Wow. Donc, tous les achats en ligne maintenant qui sont faits avec le Cyber Lundi, le Vendredi Fou, le Boxing Day, toutes les promotions, on vous incite là, à acheter des produits, des vacances. Évidemment, c'est une façon pour les pirates informatiques là, de vous prendre vos informations et les réutiliser par la suite pour s'identifier à vous, entre autres, puis de vous voler de l'information personnelle de façon facile, parce que vous leur donnez cette information-là quand vous achetez un produit, quand vous loguez sur un de leurs sites, ça devient très facile pour eux de réutiliser cette information-là par la suite. Ben, on le voit beaucoup passer parce que souvent, au niveau de la livraison, moi, ce que j'ai observé, c'est au niveau de la livraison, on a souvent des faux messages de « Hey, ton colis est en route, mais il faut que tu payes de l'argent. Dépêche-toi, vite, sinon ton colis va exploser. » Et ça passe aussi beaucoup, soit par courriel ou par texto, puis ainsi de suite. Est-ce qu'au niveau du réseau, est-ce que de votre côté, il y a des choses que vous voyez, vous observez ça, vous pouvez suivre ça ou aider les gens peut-être à déjouer ces pièges-là? Ben oui et non. En fait, ce qui est difficile, c'est de déterminer qu'est-ce qui est vrai du faux. Puis ce qu'on veut pas, c'est d'empêcher, dans le fond, des courriels ou des textos qui sont valables, qui sont véridiques, d'empêcher de vous être envoyés. C'est de là vient aussi le mot sensibilisation d'informatique en cybersécurité. C'est de sensibiliser les gens à réaliser j'ai rien commandé dans la dernière semaine, j'ai pas de colis qui devrait arriver. Puis aussi, les gens qui vont faire beaucoup de transactions sur le web vont devenir habitués à voir qu'est-ce qu'ils reçoivent comme courriel, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme information suite à la transaction. C'est juste d'être plus vigilant, de lire nos textos, de ne pas cliquer sur des liens où on n'est pas 100% certain. Si vous n'êtes pas 100% certain, faites juste ne pas cliquer. Votre colis va arriver pareil. C'est de la sensibilisation. Puis ça, c'est aussi vrai pour le commun des mortels qui achètent sur un site web qu'en entreprise. Vous recevez des courriels sur votre laptop, sur votre téléphone. Même chose. Si on vous demande en urgence de cliquer sur un lien, dès qu'il y a quelque chose là, qui vous demande de faire une application, de cliquer sur un lien rapidement, posez-vous des questions, prenez le temps ou ne juste de pas cliquer sur ce lien-là. Le fameux lien ou la fameuse pièce jointe là, de gens qui arrivent de part, les fausses factures, les faux documents, effectivement, qui peuvent cacher des macros. Je pense que c'est un peu ça le risque aussi. Exact. Au niveau du magasinage en ligne, évidemment, c'est de plus en plus important à chaque année. Et c'est bien de le dire. Je ne savais pas que c'était la période. Évidemment, c'est la période la plus importante pour le magasinage en général, d'ici à Noël. Donc, ça vaut aussi pour le fameux monde numérique. Le principal type de menace, j'imagine que c'est justement les faux messages, le vol d'identité, mais c'est aussi les faux sites. Comment on se protège là, quand on magasine en ligne? Comment on peut s'assurer d'éviter de tomber dans un piège? Oui, bien, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est quand vous achetez en ligne, puis vous êtes sur le point de donner de l'information, assurez-vous qu'il y a toujours le S dans HTTPS, dans l'adresse. Conseil de base. Ça, c'est un conseil de base. On aime ça. Un autre conseil que je donne souvent aux gens, c'est quand on vous demande de créer un profil d'acheteur, connectez-vous comme un invité.
De cette façon-là, parce que c'est sûr que les commerces qui veulent, c'est faciliter la vie quand vous allez vous reconnecter pour réacheter une deuxième fois. Ils vont déjà avoir vos informations. Vous augmentez votre risque que cette information-là se retrouve sur le dark web à un moment donné. Donc, connectez-vous comme invité sur un site de transaction. Comme ça, vous assurez que quand la transaction est complétée, votre information disparaît. Et le détaillant ne conservera pas cette information-là. Parce que le problème, même si c'est un site qui est légal, qui est véridique, vous donnez de l'information quand même à un commerce, à un détaillant, puis lui doit s'assurer de protéger cette information-là. Donc, vous laissez dans les mains du détaillant, dans le fond, la protection de vos informations. Donc, c'est un bon point, ça. Connectez-vous comme invité, c'est la meilleure façon. Puis je reviens au fait des promotions qui ont de l'air trop vraies, là. Souvent, sont trop belles pour être vraies. Ben oui. Sont trop belles pour être vraies. Souvent, elles ne le sont pas. Fait allez voir les commentaires dans les liens. Tu sais, souvent, moi, je vois sur Facebook passer des promotions super alléchantes. Allez voir les commentaires. Dans les commentaires, vous allez voir que les gens disent que c'est un scam ou que c'est un faux site. Justement, ils se sont fait prendre puis ils ont été mettre un commentaire sur la page Facebook. C'est vrai, parce qu'il y a, évidemment, il y a les marques, souvent il y a des marques spontanées, hein, il y a beaucoup d'entreprises chinoises, entre autres, qui créent des marques, même locales, maintenant, genre Québec Lifestyle, qui vendent des produits d'une compagnie chinoise, et tout ça, c'est des marques spontanées, éphémères, en plus, qui n'existent plus, donc après, il y a toute la question du service à la clientèle, mais à la base, il y a la protection des données, des fois, il y a même des sites qui sont frauduleux, et ensuite, comme tu le disais, même une chaîne comme Home Depot a été victime d'une fuite de données il y a 2 ans, et tout le monde qui a déjà acheté chez Home Depot et qui avait ses données dans sa banque de données a perdu identifier un mot de passe, carte de crédit. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas seulement dans le coin sombre d'Internet où on se dit « Ah, moi, je magasine juste sur le site de tel détaillant et je suis correct. » Le risque est partout, d'une certaine façon. Il faut juste limiter, dans le fond. Tu sais, notre adresse, notre date de naissance, nos informations de carte de crédit, il faut juste limiter à qui on les donne, de la façon qu'on les donne. Ça ne veut pas dire d'arrêter de faire du commerce en ligne, mais c'est de suivre certaines étapes, comme je disais, de s'assurer que c'est un service sécurisé qu'on utilise, un service de paiement reconnu aussi, comme PayPal ou autres services de paiement qui existent déjà aujourd'hui et qui sont reconnus comme étant efficaces. Moi, souvent, j'utilise PayPal pour ne pas donner mes informations de carte de crédit directement à une entreprise. Je me sens toujours mieux. Dans ce cas-là, je me dis au pire, c'est PayPal qui va avoir et je peux toujours couper les informations de PayPal plutôt que d'avoir à remplacer ma carte de crédit. Oui, exactement. Puis peut-être un petit point à ajouter là-dessus. Il existe aussi maintenant plusieurs outils qui vont faire des scans sur le dark web si l'information sur vous se retrouve. Pour effacer les données, oui. Exactement. Google l'offre depuis un moment. Exactement. Il existe plusieurs services maintenant, donc je suggère aux gens de s'abonner à ces services-là. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, mais au moins ça vous donne l'information sur qu'est-ce qui se retrouve sur vous, sur les adresses courriels que vous utilisez, par exemple, quand vous faites des achats, qu'est-ce qui se retrouve sur le dark web. Puis si jamais votre adresse courriel se retrouve en vente sur un site de dark web, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est retourner sur votre adresse courriel et changer votre mot de passe. Utiliser un nouveau mot de passe, puis comme ça, vous vous protégez, évidemment. Tu donnes 2 trucs, le fun, ne jamais réutiliser ses mots de passe. Faut pas oublier les gens qui utilisent le même mot de passe. Ah, c'est tout le temps le même mot de passe que j'utilise. Évidemment, s'il y a une fuite de données, les pirates peuvent se dépêcher de réutiliser le même mot de passe sur un autre site. Et tu parlais de date de naissance. Moi, je mets rarement ma vraie date de naissance sur les sites. Hey, on va vous envoyer des offres spéciales pour votre anniversaire. Vous allez recevoir un beau message. Moi, je reçois des messages d'anniversaire tout au long de l'année. Parce que sur chaque site où on t'exige ta date de naissance, je mets des dates différentes. Tout au long de l'année. C'est toujours de bonne humeur, finalement. Ben oui, je reçois toujours des messages d'anniversaire un peu partout dans l'année. S'il y a des fuites de données, ils vont être bien embêtés parce que je n'ai pas vu ma vraie date de naissance circuler sur le web et je l'affiche pas non plus sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Pascal, tu es un immortel de toute façon. C'est un très bon truc, Pascal. J'aimerais tellement ça. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il devient facile pour les pirates de deviner ma date. De deviner ou de faire juste la corrélation. Quand ils vont voir la date de naissance de Pascal Forget réapparaître souvent la même date, ils vont être capables de corréler et dire « OK, ça, c'est la vraie date de Pascal avec telle adresse courriel. » C'est de cette façon-là qu'ils vont récupérer des fois des mots de passe même. Ou la seule date qui n'est pas utilisée. Ou c'est celle-là. C'est celle-là. La seule date qu'il n'a pas mis, c'est celle-là. Ils vont par élimination. C'est ça. Voilà. Vas-y avec les SMS frauduleux. Je trouvais ça intéressant. Justement, on était là.
Un truc qu'on disait tantôt, entre autres avec les services de livraison, les faux réels, je me fais offrir récemment, c'est assez nouveau pour moi, un paquet de nouvelles jobs super payantes par texto non sollicités. Alain, profites-en, Alain, t'as de la chance. Je pourrais accumuler les emplois faciles de la maison, là, si j'étais un peu naïf, mais il y a une fonction, on peut évidemment effacer la conversation et on peut la signaler. Ouais. De ce que je comprends, c'est que ça signale chez vous, ça va chez l'opérateur. Qu'est-ce qui se passe de votre côté rendu là? Est-ce que j'imagine que vous prenez des mesures pour bloquer ces numéros-là? Oui, lorsqu'il y a du volume, évidemment, sur une adresse spécifique. Même chose avec les numéros de téléphone, les appels que vous allez recevoir aussi. Ouais. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Même maintenant, vous allez voir même avoir des appels de, par exemple, Revenu Canada qui vont indiquer Revenu Canada sur votre téléphone. Ils ont même la capacité maintenant de s'identifier comme s'ils appelaient vraiment de l'interlocuteur. Donc, de plus en plus difficile de reconnaître ça. Je vous dirais que la première étape, là, c'est qu'on ne va jamais vous appeler pour vous demander de l'information sur vous. Prenez ça en compte. Si on vous envoie un lien où on vous appelle et on vous demande de vous identifier, évidemment, posez-vous des questions. On ne fera jamais ça. Ça m'est arrivé récemment, il y a peut-être 2 mois, j'ai eu un appel du gouvernement. C'était un vrai appel du gouvernement. Puis ils m'ont demandé de m'identifier et je leur ai dit que je n'allais pas m'identifier. Ils ont dit pas de problème, on vous envoie une lettre par la poste qui va démontrer qu'on veut vraiment vous parler. Donc, ils m'ont envoyé une lettre par la poste et avec un numéro de téléphone que je devais les rejoindre. Ça a pris une semaine, je les ai rappelés. Donc, soyez juste vigilants quand ça arrive. Puis il existe des outils aussi, Alain Pascal, maintenant, qu'on peut utiliser pour bloquer ces appels-là. Ceux qui reçoivent beaucoup d'appels de l'étranger ou de peu importe, pour vous avez gagné une croisière, on veut vous offrir quelque chose en spécial. Un, c'est probablement parce que votre numéro de téléphone s'est retrouvé sur un site web, puis a été revendu et revendu. Donc, ces compagnies-là réutilisent votre numéro de téléphone. Le meilleur moyen, c'est de demander à votre fournisseur de télécom de mettre un blocage sur votre appareil. Ce que ça fait, c'est que lorsque vous allez recevoir un appel, à chaque fois que vous allez recevoir un appel, on va demander à l'interlocuteur de peser sur un des chiffres de 1 à 9. Oh! Ah oui. Donc, on va vous demander pour pouvoir transmettre l'appel, s'il vous plaît, appuyez sur le 4. Et puis là, l'appel va s'acheminer. Puis c'est la meilleure façon parce que ces appels-là ne seront jamais acheminés parce qu'ils ne vont pas cliquer sur le 4 ou ne vont pas peser sur le bon. C'est intéressant. Ça, c'est pour les appels internationaux seulement ou pour tout type d'appel? Non, tout type d'appel. En fait, 100% des appels vont être filtrés de cette façon-là. Puis une fois qu'un numéro s'est rendu jusqu'au bout, est-ce que vous gardez en mémoire et désormais ça contourne le filtre automatiquement ou il faut à tous les coups refaire l'exercice? Non, mais à chaque fois que c'est pas vous en fait, c'est la personne qui vous appelle qui a besoin de cliquer. Fait que lui, à chaque fois qu'il va tenter de vous appeler, il va avoir besoin de cliquer sur un chiffre pour pouvoir communiquer avec vous. C'est quand même une sacrée mesure pour couper court aux appels agaçants. Oui, tout ce qui est automatisé, automatiquement, Exactement. Ça va les éliminer. Puis les vraies personnes, c'est un confort minimal. Là. C'est pas très long c'est comme une petite loterie. Quel numéro je vais peser pour... Hey, je pèse sur le 5 aujourd'hui pour parler à Alain. Effectivement. De toute façon, qui se parle encore au téléphone? En toi, puis... L'usage du téléphone pour jaser. Je pense que les gens sont beaucoup sur les appels vidéo, sur les textos et compagnie. Mais c'est très, très drôle. C'est sûr que surtout les téléphones résidentiels, la plupart des gens qui je parle qui ont encore un téléphone à la maison, les seuls appels qu'ils reçoivent à la maison, sur la ligne physique, c'est souvent des faux appels, parce que tout le monde s'appelle sur son cellulaire maintenant, même quand on a une ligne domestique, parce que c'est plus convivial, et même souvent on s'écrit carrément, définitivement. Donc on signale les textos, vous ajustez derrière, et on peut aussi faire bloquer les faux appels. Ça, c'est intéressant. Exactement. Je vais t'en poser une dernière, Martin, et c'est une question, c'est pas une question piège, c'est plus une question quiz, en fait, parce que je suis tombé sur un rapport de la NSA aux États-Unis qui donnait 16 bonnes pratiques pour les gens qui ont un téléphone cellulaire, donc tout le monde, n'est-ce pas? Et il y en a 2 ou 3 qui m'ont fait rigoler. La première, c'est il recommande de redémarrer son téléphone au moins une fois par semaine. J'ai quasiment le goût de faire un quiz genre vrai ou faux. Est-ce une vraie recommandation ou pas? Mais celle-là, je la trouve intéressante parce que ça permet il y a des routines, des fois, si vous avez fait pirater votre appareil, qui doivent être, qui évidemment disparaissent et qui ne sont pas réactivées quand on redémarre son téléphone. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous recommandez du côté de TELUS, du côté des fournisseurs, à bien faire pour peut-être renforcer la protection de son téléphone?
C'est une bonne question. C'est sûr que les téléphones cellulaires maintenant, c'est un outil qui est même plus utilisé que l'ordinateur portable. Puis c'est sûr que la plupart des outils technologiques qui existent ont débuté pour les ordinateurs portables, pour les gens qui travaillent ou personnels. Pour le téléphone portable, il existe des suites de solutions, comme exemple, une avec laquelle TELUS travaille, c'est celle de Norton 360. Dans lequel il y a plusieurs outils. Moi, je l'ai sur mon appareil. Par exemple, vous allez avoir un VPN sur votre cellulaire. On entend beaucoup parler de VPN sur le portable. Oui, sur les appareils ordinateurs informatiques. Ouais. Sur l'ordinateur, mais pas beaucoup sur le cellulaire. Par contre, c'est une très bonne façon de prévenir là, des risques de piratage. Donc, d'avoir votre VPN en fonction en tout temps sur votre appareil cellulaire. La gestion, d'avoir un gestionnaire de mots de passe sur votre appareil, dans le fond, qui vont être interreliés avec chaque appareil que vous utilisez. Donc, vous pouvez avoir des mots de passe, comme Pascal le disait tantôt, qui sont différents pour chaque site, mais surtout qui sont complexes, qui ne sont pas les mêmes, mais complexes, très solides. Donc, gestionnaire de mots de passe, puis je parlais tantôt d'un scan qui se fait sur le dark web, surtout l'information, votre identité qui va s'y retrouver. La même application, la même solution de Norton va faire des scans continus sur ce qui se retrouve sur le dark web, sur le darknet, à votre nom, à votre identité, puis va vous informer, dire tel site, on a retrouvé telle adresse courriel, on a trouvé tel numéro de téléphone, allez faire un reset de votre password, de votre mot de passe. Donc, il existe des outils maintenant qui sont similaires à ceux qu'on trouve sur un ordinateur, qu'on peut installer sur un téléphone portable. Puis évidemment, c'est très efficace parce qu'on utilise la même technologie et les mêmes façons de faire. Oui, ben c'est un ordinateur dans sa poche de plus en plus, un téléphone. Donc, effectivement, la même hygiène numérique s'applique nécessairement. Totalement. Oui, effectivement. Excellent. Ben, merci, Martin. C'était très intéressant. Donc, maintenant, on sait comment plus se protéger. Et j'ai appris, en fait, que c'était les 2 prochains mois d'ici Noël, j'imagine, qui sont les plus délicats. Donc, soyez vigilants, tout le monde. Martin Bélanger, vice-président Solutions techniques de TELUS. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci, Alain. Merci, Pascal. Merci. Nous, on va prendre une petite pause et on revient avec nos essais de la semaine. Restez avec nous à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. Je pensais en profiter, Pascal, pendant que tu essayais, t'enfilais ton comment on appelle ça? Tensiomètre. Ton tensiomètre. Je pensais en profiter pour présenter le segment et dire, regardez ce que Pascal est en train de faire quand on parle de santé connectée, mais tu m'as battu de vitesse, malheureusement. Ben oui, mais là, tu fais monter ma pression, Alain. Ce sera pas ça, c'est pas l'idéal. Ben oui, je le sais, puis j'ai tendance à avoir une tension légèrement plus élevée que plus basse, que je suis pas content de ça. On veut pas nécessairement ça. Mais écoute, parle-nous-en, parce que pour prendre sa pression, c'est la compagnie Whitings qui appartient à Nokia, si je me rappelle. Nokia, oui, je crois, c'est une compagnie française au départ. Whitings, Wireless Things, compagnie française au départ. Écoute, c'est le BPM Connect, qui est un appareil qui est compatible avec l'application Whitings, qui fonctionne aussi avec la montre connectée Whitings et la balance connectée Whitings. Qu'est-ce que ça fait, le tensiomètre? Ça permet de prendre ta pression super facilement avec un gadget que je trouve élégant. Je vais à la pharmacie, il y a des appareils moins coûteux, moitié prix, qui affichent la pression et tout. C'est un brassard que tu mets autour de ton bras, pas l'avant-bras, la partie haut du bras et la cuisse du bras. Et c'est super élégant. Et là, je sais pas le bruit que ça va faire avec le micro, ça se peut que ce soit bizarre, mais il y a un bouton à appuyer dessus. Et pour prendre ta pression, tu as un deuxième bouton. Et le brassard va doucement se gonfler. Il y a des instructions sur le web, comment placer ton bras. Tu places ton appareil à la hauteur du cœur et tu te détends. Je sais pas si tu entends le gonflement, je sais pas si tu entends le petit bourdonnement. Non, soit ton micro est excellent, soit l'appareil est relativement silencieux. C'est relativement silencieux. Ça fait un peu le bruit de l'appareil de pression qu'on a chez le médecin ou chez Jean Coutu, là, dans les pharmacies. Oui, qui sont quand même, qui sont pas discrets nécessairement, mais ils sont pas nécessairement tonitruants, effectivement. Et à la fin, et je vais pouvoir le montrer dans quelques secondes, il y a l'affichage qui indique la pression et une petite lumière. Et c'est ça qui est le truc qu'il faut que tu regardes. C'est si c'est vert, ta pression est
normal. T'es en Si vie. c'est rouge, c'est un T'es pas peu en vie. élevé. Et t'es en vie, non. Si c'est rouge, c'est élevé, mais t'es en vie. Ah. Parce que l'affichage est assez stylé, regarde. C'est en espèce de Ah, c'est à pointilliste. même l'appareil, donc il n'y a pas besoin C'est à d'application. même l'appareil. Ah, ça, c'est un plus, je T'as pas trouve. un écran distinctif. T'as pas un écran LCD ou un écran en papier électronique qui permet de voir ta pression. Tu vois, je suis à 96 sur 143. S'il y a des médecins dans la salle, vous allez peut-être trouver que c'est élevé. C'est un petit peu élevé, ouais, il me semble. Oui, mais évidemment, 80-120, l'idéal, je pense. Je suis debout. 80-120, c'est ce que tu vises. Évidemment, je suis debout, je te parle en même temps. Tu me crées de l'angoisse, Alain. Donc, c'est normal que ce soit plus élevé. On recommande de prendre ça le matin. Ce que je trouve fantastique, c'est que tu n'as pas besoin de transmettre tes données par Bluetooth. Tu n'as pas besoin d'avoir de téléphone prêt. C'est transmis par Wi-Fi directement à ton routeur. Et donc, ça permet à quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la technologie, une personne âgée, une personne qui a besoin de faire prendre sa pression, mais qui n'est pas familière, elle n'a pas besoin d'ouvrir l'application, tu n'as pas besoin de démarrer l'application, tu n'as pas besoin de bidouiller dans ton téléphone, ce qui en soi peut être anxiogène et augmenter ta pression. En plus, fait que tu utilises le brassard tout seul. Quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète peut voir les données apparaître dans l'application Withings et peut transmettre ces données-là éventuellement pour un suivi, pour ton médecin. Tu peux montrer que ta pression baisse ou que ta pression monte pour, je sais pas, vérifier l'effet d'un médicament ou vérifier l'effet d'un traitement ou d'une... l'évolution de la santé, parce que c'est un indicateur chronique là, à vérifier régulièrement. Là. Et c'est ça, donc ça peut te permettre de voir, de te rassurer pour ceux qui sont un peu hypochondriaques, ça peut permettre de faire un beau suivi pour ceux qui en ont besoin, et je trouve qu'encore une fois, l'appareil est super élégant, et j'ai été surpris, le prix est moins élevé que je pensais. Comme je te dis, j'ai vu à la pharmacie des appareils pour une $50, mais je trouvais qu'ils étaient pas joli. Je trouvais qu'il faisait vieillot, qu'il faisait vieux gadget, puis je sais pas, là, c'est connecté avec une application, mais une application chinoise, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. L'application Withings, super élégante, se connecte encore une fois avec ses autres appareils, et je le vois autour de $100 le BPM Connect. 100 américains, $100 américains, je m'excuse, donc 130, 140 $ canadiens. Je trouve que c'est pas cher pour un appareil qui est élégant, qui est super bien fait, qui permet de prendre soin de toi, et surtout qu'il n'y a pas besoin d'avoir le téléphone à côté pour mesurer sa pression. Surtout que la marque Withings, à la base, est quand même pas une marque abordable. C'est une marque fiable, on la connaît. C'est ça, c'est des beaux designs surtout, donc tu vas payer un peu plus cher pour un appareil qui est plus fiable, avec des données peut-être, j'imagine, mieux sécurisées. Je suis très agréablement surpris. Je prends ma pression régulièrement, ça me sensibilise à ça. Et puis je commence à être âgé. C'est pas une mauvaise chose. C'est ça, avec le rythme cardiaque dans sa montre, ça fait un bel écosystème. Et puis, si jamais la santé vous préoccupe, ils ont un nouvel appareil que j'espère tester bientôt aussi, qui sert de thermomètre, qui permet de détecter de stéthoscope, qui permet de détecter sa santé respiratoire. Bien hâte de voir ça aussi. Bel écosystème, je te un coup d'œil là-dessus. BPM Connect de Withings, qui me Au moins, tu t'es pas fait la démonstration du truc qui teste la qualité de l'urine à même la toilette. Là, non, c'est ça. Puis, j'ai pas montré non plus, j'ai pas partagé, je pense à ça quand j'ai parlé de l'otoscope B-Bird. J'ai pas partagé d'image du fond de mon oreille avec le petit tube et le dégoulis à l'intérieur. Ouais. C'est pas des images qui vont plaire à tous. On n'a pas tous les oreilles sparkling clean, comme on dit en bon français. C'est ça. Mais étonnamment, c'est rassurant de voir ça pour moi. Puis, il faut pas se mettre des choses dans les oreilles. Évitez ça, c'est mal. Effectivement. Merci Pascal. Moi, je retourne du côté de la sécurité, mais pour la maison, je vais parler de caméras Wi-Fi de sécurité parce que j'en ai essayé une et il y en a tellement. Caméras. Et la nouvelle affaire, c'est les caméras avec batterie, donc on peut mettre à l'extérieur de la maison sans avoir à la brancher physiquement à rien parce que ça passe par le Wi-Fi et ça s'alimente. Dit-on jusqu'à 6 mois, là, ce qui n'est jamais le cas. Celle de Google, c'est à peu près ça. C'est une saison, un petit peu plus qu'une saison. C'est à peu près 4 mois. Forcément, ça tue beaucoup la qualité de la batterie parce qu'il fait froid. Et là, j'ai essayé cet appareil tout l'été. Ça m'a pris du temps à en parler parce que je voulais prendre le temps de l'essayer comme du monde. Et c'est une marque que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Reolink.
Et cette caméra-là, c'est la Argus 4 Pro. Je vous en parle en ce moment pour plein de raisons, notamment parce que je l'ai essayé pas mal, donc je peux en parler, et aussi parce que je viens de voir que cet appareil-là, qui coûte normalement 270 $, est en spécial à 190 $. C'est en liquidation en ce moment. Et à 190 $, c'est vraiment une super caméra. Si vous nous regardez en vidéo, vous allez le remarquer tout de suite. Et je vais vous Est-ce que je vois, il y en a deux? Il y a deux caméras. C'est un appareil qui offre une vue à 180 degrés, donc qui permet de vraiment faire l'équivalent de ce que feraient deux caméras côte à côte, mais combinées en un seul appareil. Chaque objectif a une résolution, un capteur, je devrais dire, de 4K, donc Ultra HD. Donc l'image recombinée qui se fait tout seul à l'intérieur de l'appareil. L'appareil vous envoie une seule belle image bien très, très, très large, ultra panoramique, de 180 degrés de champ de vision, donc de plus que 4K. Là. C'est de la 4K, c'est de la... 4 plus 4, ça ferait normalement de la 8K, donc c'est deux 4K collés. C'est pas de la... Tu peux projeter ça dans un écran IMAX. Ben, c'est drôle parce que tu as beaucoup de pixels, nécessairement. Tu as une super grosse image très détaillée, mais il te l'envoie de ta application sur téléphone qui est super petite, donc on ne voit rien parce que l'image est minuscule. Mais on peut évidemment la zoomer puis trouver les objets dans la caméra qui permettent d'avoir une bonne vue des détails. Donc, si un détail, je l'ai essayé dans ma cour, j'ai eu un chevreuil une fois et j'ai vu le chevreuil très nettement. Je savais quel genre de chevreuil. Tu voyais les poils du chevreuil. Je peux te dire quelle haie il essayait de manger. Tu peux voir le sexe du chevreuil. Maudit chevreuil. Et donc, qui offre une bonne vue. C'est un appareil qui est entièrement sans fil, qui fonctionne donc avec le protocole Wi-Fi 6. Donc, il est quand même assez récent, double bande, bonne portée. Je l'utilise dans le fond de la cour. J'ai ma bande Wi-Fi est dans... Il y a plus qu'un 10 mètres, plus le mur de la maison entre les deux, et le signal rentre très bien. Il n'y a pas beaucoup de décalage dans le temps. Il y a un stockage intégré pour une carte micro SD qui, je vais vous le dire, sérieusement, si vous magasinez une caméra, s'il n'y a pas de fente micro SD, achetez pas. Ça, c'est parce que ça vous donne toujours la capacité d'avoir du stockage vidéo quand vous avez une carte micro SD, mais sinon, ils vont vous pousser vers un stockage en nuage qui va vous coûter des sous à chaque mois parce qu'on veut vous abonner à un service payant absolument. Puis ça, c'est fatigant. Ça n'a aucun bon sens. Mais ce qui m'embête là-dedans, c'est que si quelqu'un vole la caméra, puis là, c'est une caméra extérieure, donc quelqu'un pourrait s'emparer de la caméra, partir avec les vidéos. Ben là, il faut l'installer à un endroit judicieux, effectivement. Le temps que quelqu'un grimpe dans une échelle et l'enlève, par exemple, ça vous laisse le temps de voir qu'il y a une personne, effectivement. C'est ça, oui. Il faut que ça, au moins, si dans vous ratez l'alerte, bien évidemment, à partir de là, c'est une autre conversation, mais à la base, c'est quand même... C'est pas un système de surveillance 24/7 qui aurait un agent dans une centrale, les yeux rivés sur des écrans, évidemment, mais ça, pour le prix, en tout cas, ça remplace vraiment, ça enlève un gros tracas à ce niveau-là, j'ai remarqué ça. Et l'autre partie de l'affaire, parce que c'est sans fil et qu'il y a une batterie, c'est que ça vient vendu avec, dedans la boîte gratuit, un panneau solaire de 6 watts qui fait tout ce que vous avez besoin que ça fasse, c'est-à-dire ça met la batterie à 100% à tous les coups. Tout l'été, jusqu'à cette semaine, alors qu'il faisait -2 là, la nuit, qu'il faisait donc très froid et qu'il ne faisait pas beaucoup de soleil, ça a gardé la batterie de la caméra que j'utilisais à 100%. Et j'ai pas beaucoup de soleil chez moi. J'ai du soleil peut-être la moitié de la journée, donc même une demi-journée d'été. Et je présume que même l'hiver, ce sera suffisant pour garder la batterie toujours à 100%. Donc, on l'installe et on ne se casse plus la tête à savoir, il faut que je l'enlève, je vais la charger parce qu'elle est rendue une fois par année, 2 fois par année, 3 fois par année à plat, donc je dois la charger. Pas de cassette de ce côté-là. Donc, ça s'ajoute à ça parce que c'est inclus. Là. Il n'y a pas un bonus. Il ne faut pas payer un autre 200 $ pour l'avoir. Donc, je trouve que la proposition est assez intéressante. Puis, comme c'est un panneau solaire 6 watts qui se branche en USB-C, ben, le panneau solaire, à la limite, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses aussi parce que c'est une recharge universelle. Ben, si votre caméra, tu peux recharger tes gadgets. Mal pris dans le poteau, branchez votre téléphone, mais je veux dire, il y a possibilité de faire d'autres choses avec cet accessoire-là. Donc, une petite ouverture vers un autre usage au besoin. Ça, c'est assez cool. Comme toutes les autres caméras de ce genre-là, il y a une détection intelligente d'objets, de personnages, d'animaux, de véhicules, de plein d'affaires. Et évidemment, on promet de faire la distinction et de vous alerter seulement quand c'est nécessaire. On peut masquer certaines zones de l'image pour avoir pour respecter la vie privée des voisins. Entre autres, ça, c'est assez important. Et je vais vous dire ceci, la détection automatique, je ne connais pas une caméra qui le fait comme du monde. Donc, il faut vraiment le paramétrer et même le micro-gérer parce qu'il y a beaucoup de fausses alertes tout le temps. Oui. Un rideau qui bouge, c'est ça. Oui, un fantôme là, à l'Halloween. Évidemment, il faut les enlever après l'Halloween, donc c'est pas un problème. Mais il y a beaucoup de faux positifs et ça fait que ça provoque la réaction de ne pas regarder quand il y a une alerte. Donc, la solution, c'est vraiment de braquer la caméra sur un lieu très spécifique où on sait qu'il ne passe jamais que des gens, ou tu sais, que l'objet qu'on veut détecter. Que des malfaisants.
Ouais, ben là, c'est ça. Bonjour le défi. Et surtout que comme cette caméra-là prend 180 degrés d'angle de vue, on veut qu'elle prenne toute la cour. Ben, il y a beaucoup de mouvements qui peuvent survenir et qui va provoquer des alertes, puis on va perdre un peu le réflexe d'aller voir parce que c'est souvent des fausses alertes. Donc ça, c'est un petit peu le problème de cette caméra-là, mais c'est le problème de toutes les caméras du genre aussi. Il faut le paramétrer, puis ça devient délicat, puis bref, on s'en sort pas super bien. Cela dit, il y a un audio bidirectionnel. Si vous en servez juste pour savoir s'il y a un livreur à votre porte, vous pouvez ensuite parler au livreur quand le livreur est à la porte sans avoir à ouvrir la porte. Et il y a aussi une sirène. Parce que pourquoi pas? Si vous voulez faire peur au chevreuil, vous pouvez toujours partir la sirène. Ça n'a pas marché. Mon chevreuil a été apparemment insensible. Il est trop habitué d'entendre les sonneries partout. Donc lui, ça lui a rien fait. Mais peut-être que dans votre cas, vous aurez plus de chance. Mais quand même, c'est une façon de dire « Ah, je te regarde ». Donc les gens qui sont des petits comiques qui essaient de voler votre colis Amazon pourraient réaliser qu'ils sont sous surveillance. Donc ça pourrait fonctionner. Donc dans l'ensemble, je vais vous dire ceci. J'ai été vraiment agréablement surpris. Il n'y a pas, évidemment, faut faire faut, à mon avis, si vous voulez une caméra, acheter une caméra qui fonctionne dans votre écosystème de gadgets, si vous en avez d'autres. Oui, très important. Celle-là, elle n'a pas de... Elle fait pas grand-chose avec les Alexa, les Google Assistants de ce monde. Là, elle est zéro compatible avec le HomeKit d'Apple, donc ça, oubliez ça. On peut la jumeler avec la plateforme de Google, mais la caméra n'envoie pas de vidéo. On peut juste... Je ne sais même pas pourquoi on peut la jumeler et qu'est-ce que ça donne, mais on peut la jumeler. Donc, allez savoir. Mais pour genre 10% de ses fonctions, donc c'est un peu inutile. Donc, cette partie-là de l'affaire, Reolink l'a complètement raté. Je ne sais pas si c'est pour des questions de sécurité ou quoi. On n'en parle pas trop chez Reolink. Donc, il faut avoir l'application, évidemment, sur son téléphone ou sa tablette, séparément du reste. Et d'ailleurs, si vous avez l'application Reolink sur 2 appareils distincts et que vous êtes enregistré dans un appareil, il faut vous enregistrer sur l'autre pour y accéder et ça déconnecte votre... Il y a seulement une application qui peut fonctionner à la fois. Et ça, je ne sais pas si c'est une mesure de sécurité ou si c'est pourquoi, là, mais clairement, on a voulu limiter l'accès aux caméras à travers l'application. Et comme c'est une caméra d'une marque apparemment très privée, en tout cas, on ne peut pas non plus... parce qu'il existe des plateformes pour traficoter et, par exemple, je pense à Homebridge, là, qui est une plateforme logicielle pour rendre compatible avec les HomeKit, avec les Alexa de ce monde, les appareils qui ne le sont pas nécessairement, parce que souvent, c'est des codecs vidéo assez génériques que les fabricants utilisent. Ben, celle-là, c'est impossible pour l'instant de la jumeler à quoi que ce soit, même en bidouillant. Donc ça, c'est un gros défaut, c'est très limité. Mais si ça ne vous embête pas d'avoir 2, 3, 4 applications séparées pour gérer vos caméras à la maison, sérieusement, c'est un appareil à essayer. Argus 4 Pro, au prix de liquidation en ce moment, là, à 190$, ça vaut la peine si vous êtes un maniaque de la surveillance autour de votre maison. Moi, je vous le dis parce que j'ai des chevreuils chez moi et ça me fait parce que j'ai pas le goût qu'ils mangent toutes mes plates-bandes, donc c'est un truc que je fais pour surveiller ma cour. Et celle-là, ben, au lieu d'avoir 2 caméras qui pointent en croisée, j'en ai juste qu'une, jusqu'à celle-là, et ça fonctionne. Est-ce que la question que j'allais demander, c'est est-ce qu'on peut voir des images en 3D? Ça aurait été drôle, hein? Spectaculaire de filmer en 3D. Puis l'autre chose, c'est si c'est ben oui, là tu pourrais regarder tes chevreuils en spatial. Et la question, c'est si c'est en liquidation le 4, est-ce que tu sais s'il y a une 5 qui... J'ai pas regardé, mais des fois, c'est qu'il y a un nouveau modèle plus performant qu'on va pouvoir tester dans une chronique suivante. Il y a évidemment le magasinage des fêtes qui commence, donc c'est sûr qu'il y a ça. Et il y a le CS en janvier qui s'en vient, donc probablement qu'il va y avoir des nouveautés rendues là, mais on a ce jeu-là, on a quelques semaines, sinon quelques mois pour... mais c'est sûr que s'il y a une Argus 5, on pourra revoir, mais je regardais le cycle de renouvellement des produits de cette marque-là, puis ils ne sont pas pressés d'en faire une nouvelle version. La 4, elle a plus que 2 ans, donc clairement, ils y vont tranquillement. Et déjà, ça, je comprends qu'il pourrait avoir un meilleur Wi-Fi, une solution de stockage en nuage ou plein de gugus. Mais celle-là, vous êtes couvert pour 10 ans, là, à mon avis, avec cet appareil-là. Donc, ça peut être un bon achat parce que c'est pas cher. Vraiment, le prix fait une belle différence. Oui, puis à un moment donné, de vouloir toujours le meilleur gadget, ben c'est que tu n'as pas le gadget pendant ce temps-là. Puis... Ben oui, t'arrêtes jamais de pas acheter. T'arrêtes jamais de pas acheter, puis tu te fais manger tes plates-bandes par des écureuils sauvages. Des chevreuils, c'est encore plus gros, des chevreuils sauvages. On remercie nos partenaires. TELUS, merci à Martin de nous avoir parlé de cybersécurité, Martin Bélanger. Merci C23, le groupe Cogeco. Merci à Plan Hub. Merci à Claude Hébert et Jean Croix. À lui aussi. Oui. À lui aussi. Écoute, on va reprendre ce bout-là, je pense. On va remercier nos partenaires TELUS et Plan Hub qui nous permettent de
partager ce podcast partout dans l'univers avec la collaboration du groupe C23, le groupe Cogeco, Claude Hébert et Jean-Christophe Ouellette à la mise en onde. On peut me suivre sur pascalforget.com. Je vais publier des billets sur le Whittings Connect BPM. Je vais publier d'autres billets sur des trucs qui me fascinent comme ça. Alain McKenna, on peut te suivre entre autres dans la presse et un peu partout dans l'univers. On a hâte de se revoir déjà. Moi, en tout cas, j'ai hâte de te revoir déjà. N'hésitez pas. Puis bonjour à tous les gens sur Blue Sky qui vont qui vont nous suivre. On va assurer une présence sur Blue Sky parce qu'on va faire un petit effort. Sinon, écoutez, si vous voulez, abonnez-vous à notre balado. Il y en a d'autres, il y en a plein. Hein. On finit la 9e saison, imaginez-vous, ça fait beaucoup de podcasts. Abonnez-vous. Sinon, on vous souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.